Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantasticast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. Avant-dernier jour de notre calendrier, oui. Roman, déjà c'était un voyage, mais on y arrive, comment ça va ? Ça va, on arrive au sommet de la colline là. On touche du doigt le sommet de la colline, effectivement, d'autant plus qu'on parle d'aujourd'hui d'un monument, ce qui est en plus réalisé par un de mes réalisateurs préférés, d'un de mes pays de cinéma préférés, ça me fait extrêmement plaisir. On parle El Dia de la Bestia, le jour de la bête d'Alex de la Iglesia. Alors, toi tu l'avais jamais vu avant ? Je l'avais déjà vu. Alors, comment tu reçois ce film ? Je reçois assez bien en fait, je vois ça, une espèce d'enquête totalement barrée sur... moitié enquête, moitié... Comment décrire ? On parle de Alex de la Iglesia, alors est-ce que tu veux que j'introduise avec le réalisateur pour te lancer dessus ? Ouais, vas-y. Alors Alex de la Iglesia, on en avait déjà parlé dans un de nos... Oula, ça remonte ! Mais un épisode qui moi me tient particulièrement à cœur parce que ça a été l'occasion de parler de 3 de mes films préférés, qui étaient Tras el Cristal, donc le traumatisme Tras el Cristal, Perdida Durango, qui était un autre film de Alex de la Iglesia, qui était un film que j'adore vraiment, qui a une énergie punk, qui est vraiment un film qui me parle beaucoup, et ce qui est possiblement un de mon film préféré, en tout cas un de mes films préférés, un film qui compte énormément pour moi, qui est Abre los ojos, Ouvre les yeux, de Alejandro Amenábar, d'autant plus ça me fait penser, il faudra vraiment qu'on reparle de Amenábar un jour. Alors Alex de la Iglesia, c'est qui, c'est quoi ? C'est un réalisateur qui a... Donc El Dia de la Bestia, rapidement, ça sort en 95, et c'est... à ce moment-là, Alex de la Iglesia est déjà considéré comme un réalisateur espagnol important à surveiller après le succès de son tout premier film qui était le merveilleux, et j'insiste, merveilleux Action Mutante qui sort en 93. Alors, le cinéma espagnol dans les années 90, alors... Loin de moi l'intention de résumer toute la politique et le contexte social espagnol dans ces années-là, c'est très long et complexe, mais il est marqué par la fin d'un mouvement qui s'appelle la Movida madrilène, qui est un mouvement culturel et artistique qui a émergé notamment à Madrid à la fin des années 80, enfin dans les années 80, après la mort du dictateur Franco. La mort du dictateur Franco, Roman, qui est en... 75, bien joué. Et en fait, c'est un peu... Alors, c'est une comparaison motocross, mais vous inquiétez pas, suivez-moi, ça va bien se passer. Un peu comme le mouvement Tokyo Gagaga au Japon, alors qui est pas vraiment à la même époque, mais qui pareil, symbolise cette explosion de liberté, de créativité, et qui est une vraie période de renouveau artistique. Alors, très rapidement... On est dans un contexte politique et social qui va favoriser une libération politique, une libération sociale, une libération des mœurs en général, qui résulte d'une frustration très longue qui est née sous une période de dictature, vous pouvez bien imaginer. Également, il y a un espèce de vrai bouillonnement artistique du fait de cette libération qui va donner lieu à plein de mouvements punk, new wave, rock. Il y a énormément de courants artistiques qui vont être touchés par ça, et donc ça va donner une effervescence artistique absolument dingue. On peut retrouver cette effervescence d'ailleurs dans les premiers films de Pedro Almodóvar. Je suis pas sûr que ce soit ses meilleurs, mais ils ont cette espèce de folie qui leur sont propres, et ça va donner lieu à de nombreuses figures iconique de ce cinéma-là. On peut, enfin, de cette mouvance artistique-là en général, on peut penser à Pedro Almodóvar, mais également des groupes comme Radio Futura, si jamais des gens écoutent Radio Futura, s'il vous plaît, envoyez-moi un message. Et donc voilà, donc c'est cette espèce d'effervescence créative c'est dans cette fin d'effervescence créative qui est né El Dia de la Bestia, ou qui est un film qui, alors pour un pitch rapide, est l'histoire d'un prêtre qui, après avoir déchiffré l'évangile de Saint Jean, va réaliser que la naissance de l'Antéchrist est prévue pour la nuit de Noël de 95, et va donc se mettre en tête de trouver l'endroit et le moment exact de la naissance de l'Antéchrist pour le tuer, pour vendre son âme à Satan et le tuer lui-même. Alors déjà de ce pitch-là, on peut avoir cette folie et ce contexte très incertain, très punk finalement, qui naît, c'est-à-dire qu'on voit le côté en rébellion contre une institution religieuse qui était très présente en Espagne, jusqu'à la fin de la dictature franquiste. Et effectivement, dans le genre du film, ça va être un film d'action, un film d'horreur, un film policier, un vrai film d'auteur finalement, Alex de la Iglesia ayant toujours réussi à prendre le pouls de son époque et à le capter, et à le retranscrire de façon que je trouve toujours extrêmement pertinente, jusqu'à son dernier Venecia Frenia, qui était pour moi vraiment une vraie claque.
Et donc voilà, donc Il date de quand celui-là? Venetia Frenia, il date de l'année dernière. De l'année dernière Ok. ou d'il y a 2 ans. Alors, il a eu une sortie un peu compliquée. Je crois que. Alors, je sais plus s'il est encore sur Amazon ou pas. Mais c'était. Je sais qu'il avait fait un très très long run de festival. C'était un espèce de slasher à Venise. Enfin bref. Qui avait fait un très très long run de festival. Et qui avait une sortie. Une sortie à l'Amazon Prime, quoi. C'est-à-dire, on te sort 3000 films d'un coup et t'inquiète pas, vas-y, cherche. Donc voilà, mais donc voilà, est-ce que se lancer t'aide un petit peu pour reprendre tes marques sur El Dia de la Bestia? Ouais, bah du coup, c'est un film que je voyais pour la deuxième fois, Mhm. si je dis pas de conneries, deuxième fois. Et c'est trop cool. C'est trop cool, El Dia de la Bestia. Je veux dire, on a cette espèce de prêtre totalement désabusé qui est prêt à tout pour alors, du coup, il veut commettre le plus d'exactions possible pour que son âme noircisse au final et que Satan lui fasse confiance. Dans l'idée. Et il y a tout ce côté rituel, notamment toute la quête du sang de vierge. qui est- Raconte donc ça. Non, mais on va pas trop en dire pour laisser un peu de sel à la découverte, mais il cherche du sang de vierge, et donc il doit trouver une vierge, et il y a tout du coup l'intrigue avec cette espèce des monologues exorcistes de télé. Oui, qui d'un côté a l'air de s'y connaître, mais qui en fait se révèle être à demi-mot une fraude, mais pas trop. D'autant plus que le prêtre est accompagné d'un personnage de métalleux, donc déjà je me sentais représenté, j'étais content. Mais qui se revendique comme sataniste, mais qui lui-même n'a pas l'air de vraiment s'y connaître. Enfin, je trouve que le film capte extrêmement bien cette perte de repère qu'il peut y avoir à ce moment-là, et ce côté... Tu te raccroches à ce que tu peux, mais en même temps, est-ce que en te raccrochant, ça te donne vraiment les clés de ta vie, en fait? Est-ce que vraiment ça... Le fait d'avoir un repère que tu considères comme extrêmement solide, que ce soit un courant artistique et musical, dans l'occurrence, avec le personnage du métalleux, même si je dois admettre que j'ai vraiment une sympathie pour lui, il me fait beaucoup rire, que ce soit un poste ou une stature, en tout cas, avec le côté, avec l'animateur de télé, je trouve sur ce dernier élément assez fascinant la façon que le film a d'en faire à la fois son thème principal et en même temps pas du tout la religion. C'est est-ce que parce que tu te raccroches à ça, ça fait de toi quelqu'un, enfin d'un côté, enfin quelque part quelqu'un de bien, mais aussi est-ce que ça te donne vraiment une identité à travers ça? Et je trouve d'autant plus extrêmement louable sur ces questions-là le fait que le film tranche véritablement à la fin de quel côté il se place. Parce que bon, révélons jusqu'au bout. Enfin, je pense que cet élément est important pour décoder le film. Le diable est en fait le leader d'un groupe d'extrême droite, d'un groupe d'ultra droite qui, pendant à intervalles réguliers dans le film, va tabasser et brûler vif des clochards dans la rue. Des sans-abri. En taguant Madrid propre, je crois. Oui, c'est ça, qui était... Alors, j'ai pas... Mes petites recherches ne m'ont pas aidé, mais qui, je crois, était également une tagline fasciste de cette époque-là. Okay. Si jamais ce n'était pas le cas, ne me citez pas, je ne suis qu'un homme, je peux faire des erreurs. Et donc voilà, donc le diable se révèle être le leader d'un groupe d'extrême droite, et je pense que tout est plus ou moins dit à ce moment-là, dans le film. Enfin, à partir du moment où tu donnes ce rôle-là, soit le rôle du diable à un leader d'ultra-droite, tout est posé, je pense. Quand t'es un réal aussi punk que de la Iglesia, On se rappelle de Perdita Durango, qui était aussi un film très dur à cerner. À nouveau, le cinéma de la Iglesia, en fait, c'est à la fois un cinéma qui est extrêmement didactique, qui est extrêmement fun à regarder, fun, ça dépend, mais qui est extrêmement plaisant à voir. C'est pas un cinéma d'auteur compliqué à aborder, par contre c'est un cinéma d'auteur compliqué à décortiquer, d'autant plus que c'est un mais toujours avec un certain plaisir de visionnage. Ah oui, toujours, c'est ça, tu prends beaucoup de plaisir à le regarder, par contre c'est au moment où tu veux l'intellectualiser et réfléchir, là c'est un peu plus casse-gueule, parce que, pour avoir parlé à des gens qui s'y connaissent bien mieux que moi dans son cinéma, c'est un cinéma qui est extrêmement ibérique, mais dans le sens où si t'es pas espagnol, et si t'as pas connu l'Espagne à ce moment-là, ça peut être un peu compliqué d'avoir des repères sur ces cultures-là. Et c'est exactement ce que je ressens devant Perdita Durango ou devant El Dia de la Bestia. C'est que je peux essayer de l'aborder, je peux essayer de le recevoir et de l'apprécier, ça je le fais tout très bien. Par contre, dès que j'essaye de plus creuser, de voir quels sont les symboles qui trouvent des échos avec le réel, c'est un peu plus compliqué pour moi. Et même Venetia Frenia, ou un film qu'il avait fait récemment, Le Bar, je crois. Oui, qui est passé sur Netflix.
Et là, c'est ça. C'est vraiment pas facile. Et typiquement, il y a un autre réalisateur qui a exactement la même chose, qui est Oriol Polo, qui a aussi fait des films sur Netflix. Il a notamment fait The Body, je crois, qui était sorti sur Netflix. Et qui sont des films que j'adore, mais qui, je trouve, politiquement, sont, pour moi, qui ne suis absolument pas quelqu'un qui... J'ai pas vécu en Espagne, j'ai pas d'affinité... Enfin, j'ai pas d'appétence particulière pour la culture espagnole. Si j'ai de l'intérêt, mais j'ai pas d'affinité particulière avec celle-ci. Ça peut être un peu abrupt, on va dire, pour se repérer dessus. Et oui, donc ce que je disais, c'est que oui, quand tu es forcément quelqu'un de punk comme De La Iglesia, fatalement l'extrême droite, tu es contre. C'est obligatoire. Tu peux pas te revendiquer anti-système et ne pas détester ce qui représente le plus les pires dérives du système. Mm-hmm. Et puis, ce que j'apprécie dans le côté punk de La Iglesia, pour reprendre sur ce que tu dis, c'est la façon dont il va chatouiller plus ou moins les symboles. C'est que, alors, au-delà d'être extrêmement frontal sur son opposition à certaines cultures, à certains symboles, typiquement, juste le personnage du prêtre qui est obsédé par le mal, et par le fait de, oula, pas trop, enfin c'est un prêtre, quoi, on peut difficilement faire plus fort comme symbole pro-religieux, mais qui va faire commettre des petites actions mal, on va dire, des petits délits, des petits délits pour s'approcher du diable et réussir à déjouer son plan. Et ça, enfin, c'est tous ces éléments là qui moi me parlent beaucoup, d'autant plus que je trouve que le style global du film s'approche un petit peu d'un humour noir qu'on pouvait reprocher, qu'on peut rapprocher de celui de Buñuel, et en même temps il mêle à ça toutes ces influences beaucoup plus pop, donc voilà, la culture télévision, le heavy metal, enfin vraiment c'est un film qui bouillonne et qui capte une époque que je n'ai pas connue, mais que à travers ce film je peux deviner être passionnante, même si troublée politiquement et socialement, je trouve. On a terminé sur El Dia de la Bestia ? C'est un film qui est très, très chargé, on peut pas évidemment tout résumer en une petite chronique de moins d'un quart d'heure, mais juste vous voyez notre enthousiasme que ouais, foncez. Foncez, sans aucun problème, foncez, vraiment.